Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parle de mes révisions des oraux et avant tout je vous présente le nouveau membre de ma famille qui s'appelle Neko. Bonjour Neko, il est pas content. Il s'appelle Neko avec deux K pour le différencier des autres Neko qui n'ont qu'un K, voilà. Bref, tout d'abord, félicitations pour vos résultats Parcoursup, je suis très content. Très content parce que franchement vous avez eu des... Bon, je m'y attendais, je vais être honnête, je m'y attendais à ce que vous ayez des super résultats, je m'y attendais aussi à ce qu'il y en ait plein qui soient déçus. C'est Parcoursup, voilà, il y a forcément des contents, des moins contents, il faut faire un classement, chaise musicale, machin, bref. En tout cas, je suis quand même content, globalement, de ce que vous avez eu. Restez en attente, prenez votre mal en patience, c'est difficile pour les ECG qui n'ont pas de repères pour les années passées, mais pour vous aider pour l'an prochain, on a créé le répertoire de dossiers. Et oui. Et donc je vais vous en parler parce qu'il a été publié sur le site de Major Prépa et vous pouvez aller dès maintenant le consulter. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le répertoire. Il y a déjà pas mal de dossiers qu'on a reçus et vous pouvez toujours participer, envoyer votre dossier, partager votre dossier scolaire une fois que vous avez accepté définitivement une formation. Et comme ça va aider plein de lycéens à savoir quels sont les attendus pour une telle prépa, pour une telle formation, etc. Et ça, franchement, ça a une valeur mais incroyable. Une valeur incroyable. Mais moi, quand j'étais au lycée, j'avais besoin d'avoir cette référence de dossier, de me dire purée, je peux y aller. Voilà. Et juste voir des dossiers et me dire bah ok, si le gars il a eu 17 de moyenne, il allait dans telle prépa et tout, bah peut-être que moi aussi, machin. Donc bref. Franchement, ça a une valeur incroyable. Donc franchement, allez-y, allez consulter ça. Et puis n'hésitez pas, partagez votre dossier sur le lien, le deuxième lien que je vais mettre en description parce que c'est hyper bien pour aider les lycéens et tout. Enfin, franchement, c'est génial. Et puis, je remercie encore une fois, bien sûr, Major Prépa et tous les autres acteurs de ce projet et vous, évidemment, qui partagez votre dossier et tout. Voilà, donc c'est le mot que je voulais dire sur Parcoursup. J'espère que vous n'êtes pas trop mécontents des résultats que vous avez eu. Franchement, vous pouvez me dire en commentaire où vous en êtes dans vos listes d'attente et tout. Moi, j'ai un petit peu de mal à évaluer pour plein de formations que je connais pas. Et puis aussi pour les ECG, c'est un peu dur à dire parce que voilà, c'est pas les mêmes classements et tout. Mais vous pouvez trouver des infos sur le site data.gouv avec les analyses des stats de Parcoursup, etc. N'hésitez pas à y aller. Voilà. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que la préparation des oraux, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, première chose à dire, c'est les résultats. Les résultats des oraux, c'est cette semaine, la semaine prochaine. Le 10 et le 11 juin, j'ai mes résultats des oraux. Ce que j'aimerais bien faire, c'est que si on ne me spoile pas, si personne regarde les résultats et tout, pour moi, ce serait que j'arrive chez moi et que je fasse une découverte de mes résultats en direct, enfin en filmé quoi. Et ça pourrait être rigolo parce que c'est beaucoup fait aux États-Unis, mais pas trop en France en fait, à part pour Parcoursup, des fois il y a des vidéos comme ça qui sont rigolotes, mais moi j'aimerais bien faire ça parce que ce serait sympa. Enfin, je sais pas, je sais pas. Après, si j'ai aucune école, je le ferai pas. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, mais bon, voilà, on verra. Hein. On verra, mais j'aimerais bien faire ça parce que voilà, il y a de la pression et tout, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Enfin, je sais pas en fait comment je me sens par rapport à ça. C'est vrai que c'est stressant. Mais en fait, c'est pas tellement que je suis stressé par rapport aux résultats, c'est plutôt que j'ai hâte d'y être. Et que dans l'attente des résultats, je suis juste en mode. C'est comme ça que je me sens. Juste. Voilà, je me sens comme ça tous les jours. Et un peu blasé, un peu fatigué. Je suis tout le temps fatigué depuis les écrits, ça n'a pas changé. Et juste, ouais, j'ai hâte, et j'ai du mal à me motiver aussi, mais ça, je vais vous en parler. Voilà. Donc, résultat bientôt, je vous tiens au courant. Je pensais faire une vidéo, mais dites-moi si ça vous intéresse, ça. En mode, comment choisir sa prépa. Parce que, il y a plein de gens qui me MP, me DM et tout, ils me disent, alors j'ai telle prépa, j'ai telle prépa, j'ai telle prépa, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà. Je ne connais pas toutes les prépas, et donc c'est un peu difficile pour moi de répondre, mais je peux vous donner des critères de sélection qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous apporter un point de vue extérieur. Bon, si ça vous intéresse, je le ferai. De quoi je voulais vous parler? Le travail. Le travail en ce moment, dans cette période, c'est vraiment compliqué. Bon, déjà, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, la classe, c'est différent parce que déjà, on n'a pas des cours comme avant. On a beaucoup moins de cours. C'est beaucoup plus léger. Et c'est compliqué de se mettre à travailler. Ça, c'est un truc de fou parce qu'avant, durant l'année, vous savez, vous avez tout le temps du retard, un chapitre à rattraper, un DM à faire, un exo à faire et tout. Et là, il n'y a plus rien. C'est juste vous avec vos objectifs. Et c'est compliqué à faire. Enfin, moi, j'ai du mal à juste trouver la motivation de me dire, aujourd'hui, tu vas faire 2 sujets de maths, tu vas faire 3 sujets d'éco. Enfin, j'ai trop de mal à faire ça. Et
je sais pas, enfin, j'ai du mal à me, j'ai même, enfin, j'ai même du mal à me stresser pour les oraux, genre en mode, bah c'est dans 2 3 semaines, là il faudrait s'y mettre, bientôt je vais être devant les examinateurs et tout, faudrait que je sois un peu stressé, faudrait que je révise, faudrait que je travaille beaucoup, je sais pas, enfin des trucs comme ça, genre des trucs normaux d'étudiant. Mais là non, je suis juste blasé, juste fatigué, juste en mode, c'est fini, la journée est marre, là, j'en peux plus, enfin bref. C'est comme ça que je me sens et c'est un peu, bah, c'est un peu embêtant, pourquoi, pour réviser parce que je suis pas trop motivé. Mais bon, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des calls. Le plus possible de calls parce que ça, c'est vraiment priceless. Hein, dans le sens où bah, ça aide. Ça aide de faire des calls et puis il y a plein de créneaux qui sont disponibles. Donc à chaque fois, j'essaie de m'incruster, s'il est là. Dès qu'il y a un créneau en écho, j'y vais. Dès qu'il y a un créneau en langue, j'y vais. Enfin bon, voilà, j'essaye de faire ça. Pas toujours évident. La dernière fois, je me suis fait virer de call d'anglais. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, d'habitude, c'est les élèves qui essayent de sécher l'école, mais là, c'est la prof qui a séché la colle avec l'élève. C'est vraiment incroyable. Je suis arrivé, c'était le mercredi soir, ma colle était prévue à 19h10, mais la prof avait 20 minutes de retard, donc je suis arrivé un peu après. Et là, elle me voit, donc je lui dis Good afternoon, et puis là, elle me regarde, en mode, oh. Et en fait, elle n'avait pas prévu que je repasse ma colle parce que j'avais déjà fait une colle avec elle. Et donc je lui dis bon bah ça pose pas de problème que je passe ce soir et tout, et là elle me regarde, elle me dit bah non non en fait ça va pas aller du tout parce que bah, en fait je voyais dans ses yeux qu'elle était hyper fatiguée et que en plus elle avait passé une après-midi entière à faire des calls genre de 14h à 19h, enfin, vous imaginez un truc quoi. Et donc là elle me dit bon bah écoute elle était gênée comme tout. Et donc elle m'a dit oh, bon non la semaine prochaine. Donc a priori ma colle est reportée, mais honnêtement j'y crois pas trop, je pense que je la ferai juste pas parce que c'était une colle de fin de journée, bon bah voilà, elle va pas se rendre disponible juste pour une colle, enfin bon. Et je suis un peu déçu quoi, voilà, parce que c'est important de s'entraîner, surtout pour les langues, parce que moi c'est pas le problème de la langue en soi, c'est plus le problème de la gestion du temps. Ça j'ai un peu de mal à le faire. En espagnol c'est que je parle trop lentement, parce que je réfléchis à ce que je dis, genre en mode entonces vamos a ver Madrid es una ciudad muy muy la dernière fois il s'est passé un truc trop drôle, c'est que je voulais dire spécial et spécifique en espagnol. Et du coup, parce qu'en fait, j'avais un texte précisément sur Madrid, en quoi Madrid c'était une ville différente. Et donc, j'ai dit la especificidad de Madrid. Et la prof, elle s'est foutue de moi mais pendant toute l'école. Vraiment, c'était trop drôle parce qu'à chaque fois, je butais sur ce mot et c'était le thème central du sujet. À chaque fois, je butais sur ce mot. Et à la fin, elle m'a dit singularidad, singularité quoi. Évidemment, c'est plus simple plutôt que de dire des bêtises là, à chercher des mots et tout. Ça marche pas, enfin bon. Bref, je m'améliore en colle en tout cas d'espagnol. C'était un peu dur au début de reprendre après des mois d'arrêt. Et en anglais, mon problème c'est le temps parce que j'ai souvent plein de choses à dire. J'ai souvent plein de refs en anglais parce qu'en fait, je sais pas d'où me viennent mes refs en anglais en fait. D'une part, il y a les cours de civi de première année que j'ai pas mal bossé, mais aussi l'actualité que je suis très souvent. Et puis il y a le New York Times que je lis assez souvent. Et je pense que c'est mes 3 principales sources de CV. Et j'ai toujours plein de choses à dire en anglais, mais j'ai jamais le temps de les dire et c'est vraiment terrible. Bref, on s'est un peu égaré dans des anecdotes. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc par rapport au call, je fais le plus de calls possible, donc en langue, en économie aussi. J'essaie de faire plein de calls. Plein de calls dans plein de sujets. La dernière fois, j'ai eu un sujet sur le protectionnisme. Voilà, donc c'était sympa. Enfin voilà, moi j'aime bien faire ça. Non que je révise beaucoup, mais que j'essaie de m'entraîner à faire des sujets. Voilà. C'est vrai que le protectionnisme, j'avais même pas révisé ça depuis avant les écrits, mais juste, bah, j'avais tellement de choses en tête que bah, c'est allé tout seul. De toute façon, bon, bah voilà, ça passe. Et puis j'ai un sujet sur la sociologie aussi. J'ai dit quelques bêtises par rapport à... Enfin bref, tant pis. En même temps, on fait si peu de sociaux que bon, voilà, hein, on fait un... Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de faire le plus de sujets possible. Oula, il faut que je vous parle de la culture générale. Alors ça, c'est un gros morceau aussi. Culture générale, déjà, l'école de CSH se passe relativement bien. J'en ai fait une seule en classe, devant la classe en fait. C'était sur le beau sujet. Mon sujet, c'était le beau. Et je m'en suis bien sorti. Il y a plein de choses que j'ai oublié de dire. Je suis deg en fait quand j'y repense. J'ai oublié de donner la citation de Valérie. Le beau est ce qui désespère. Incroyable. Et ouais, j'avais donc ma colle sur le beau et j'en suis plutôt bien sorti. Ma prof a bien apprécié. Je m'entraîne pas mal à faire des sujets de CSH. C'est vraiment un truc qui m'intéresse, qui me plaît. Et même j'appelle des amis, puis on fait des sujets. Enfin voilà, c'est. Je sais pas, c'est.
Je vais pas dire que c'est drôle, ou que c'est... Enfin, c'est... Je sais pas, c'est un petit travail d'équipe assez rigolo de réfléchir sur un sujet de CG, enfin, je sais pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il y a aussi les triptyques. Les triptyques pour HEC. Donc ça se passe un peu moins bien parce que les triptyques, bah, c'est un peu plus compliqué. Il faut débattre, il faut... Bon, moi j'ai du mal à dire vrai. L'an dernier, j'y arrivais bien. Mais cette année, je n'y arrive plus. Je sais pas pourquoi. Alors déjà, je pense que le problème, c'est les sujets. D'abord, les sujets qu'on nous donne sont absolument mortifères parce que on a eu un sujet sur faut-il légaliser l'euthanasie. Deuxième sujet, faut-il cesser d'interdire les suicides en prison. C'est vraiment absolument extraordinaire de traiter ces sujets. Vous imaginez qu'on est très heureux à chaque fois en faisant ces calls. Là, c'est vraiment un bonheur incroyable. On rigole beaucoup. Enfin bref, c'est absolument terrifiant ces sujets. Il n'y a absolument rien à dire dessus. C'est pas des sujets rigolos du tout. Bref. Donc ça, c'est dur. Et puis après, il y a aussi le fait que bah, on n'a pas l'habitude de débattre avec des gens. Et bon, c'est un bon entraînement, mais c'est vrai que bah, ça demande beaucoup de concentration et puis beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup d'entraînement le triptyque, hein. Bref, on continue de travailler dessus. Autre point, les entretiens. Les entretiens, ça s'est plutôt bien passé la dernière fois. Je m'en suis bien sorti avec mon jury. J'ai eu 15 sur mon entretien, dernier entretien. Donc je suis vraiment content parce que j'ai pu leur sortir plein de trucs. J'ai pu leur parler de ma chaîne, enfin. J'ai pu leur parler de mes voyages et tout. Donc là, j'étais trop content. Ils m'ont posé des questions qui n'avaient absolument rien à voir avec rien du tout. Ils m'ont parlé de la superficie de Shanghai, ils m'ont parlé des armes à feu aux États-Unis, ils m'ont parlé des immeubles verts au Danemark. Moi, je sais pas quoi dire dessus, donc j'essaie de leur répondre gentiment. Enfin bon, bref. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, c'est vraiment spécial les entretiens. Je pense que c'est ce que vous travaillez pour la plupart en ce moment, si vous êtes en deuxième année, les entretiens. Bah moi, je me suis rendu compte que travailler moins les entretiens, ça permet de mieux les réussir parce qu'on est moins stressé, on est moins formaté. Et en fait, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est vraiment différenciant au niveau des prépas, c'est que les prépas parisiennes, on est peut-être un peu plus formaté à l'épreuve d'entretien que les prépas de province qui sont plus, comment dire, plus naturels dans cette épreuve. Et je pense que c'est vraiment un atout d'être naturel à l'entretien, je pense, hein. Donc là, il faut travailler à être naturel. Et de toute façon, il n'y a pas plus artificiel que chercher à être naturel, comme disait Nietzsche. Voilà, intéressant pour un sujet sur le naturel. Je voulais vous parler d'autre chose. Bon, bah, la fatigue un petit peu. La fatigue, parce que bah, j'ai du mal à me remettre des écrits, de cette période d'émotion intense qu'ont été les écrits. Et je suis toujours un peu fatigué. Je me suis pas remis complètement. Et puis ouais, je sais pas, c'est un manque de motivation peut-être, manque d'organisation, je sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai que je travaille pas beaucoup. Je garde le rythme, je continue de faire des maths. En fait, si vous voulez, c'est assez lourd de se dire que on a la potentialité d'être admissible à HEC parce que ça veut dire qu'il faut rester à l'affût sur toutes les matières, sur les maths, sur la CG, sur l'éco. Et ouais, quoi, c'est du boulot et c'est assez pesant. C'est assez pesant parce que voilà, c'est une sorte d'entre-deux. À la fois, on a un peu fini, mais on n'a pas vraiment fini. Donc, c'est pas très agréable cette période. Non, moi, je pensais que ce serait plus agréable, mais pas du tout, quoi. Et sinon, bah, j'essaie vraiment de me reposer, de regarder des films, de sortir dehors, pas dedans. Et puis, ouais, de faire des choses différentes, de lire un petit peu, tout ça. Voilà. Au niveau des cours, je voulais vous en dire un petit mot, c'est qu'on a encore des cours. On a encore des cours, notamment en mathématiques. Là, on a arrêté les cours d'éco, je crois, et de CG, parce qu'en fait, pendant quelques semaines, 2 semaines, je crois, on a eu des cours dans un peu toutes les matières. Il y a eu des cours qui ont été transformés en colle, etc. Et là, on a surtout des cours de maths pour préparer les oraux de maths de HEC. Et ouais, c'est drôle parce qu'on n'est pas en classe entière, parce que si vous voulez, tous ceux qui ne se préparent pas à HEC ne vont pas en cours. Donc bah, ça fait déjà une classe plus réduite. Donc ça fait bizarre parce que voilà, c'est plus comme dans l'année, quoi. Enfin, ça, c'est très étrange. C'est vraiment très étrange. Ça fait bizarre. Ouais, je sais pas comment vous le dire. Ça fait bizarre. Bah, je vous ai dit l'essentiel. De quelle colle j'ai pas encore parlé? J'ai parlé des langues, de l'éco. Là, ah, bah, j'ai pas parlé des cols de maths. Les cols de maths, bon, bah, c'est pas très drôle non plus. Moi, je suis pas très fan des cols de maths. Surtout type HEC. La dernière fois, je suis passé en cours devant la classe. J'ai eu un sujet difficile. Ça m'a un peu gonflé.
sur les espaces vectoriels, il fallait donner... c'était quoi déjà ça? Il fallait trouver des espaces... Ah oui, ça jouait beaucoup avec les arguments de rang, de dimension, mais en fait, j'ai pas du tout aimé. Et c'était très, ouais, très abstrait. Enfin, en fait, il y a plein de sujets HEC comme ça. Si vous arrivez à vous lancer, c'est pas très compliqué. Mais si vous voyez pas trop où aller, là, de suite, il va falloir attendre le jury pour venir à votre rescousse. Et généralement, le jury n'aime pas être appelé à la rescousse parce qu'il va descendre votre note, quoi. Bon. Dernière chose dont je voulais vous parler, il s'agit des livres que je ne vous ai pas présentés depuis longtemps, mais que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors là, ça va être un peu dur parce que c'est des livres purement de littérature et dont le contenu, j'ai envie de dire, importe moins que la forme. Et j'ai entendu une citation il y a juste quelques heures où on disait que la littérature cherche justement que justement la littérature exprime enfin, l'intérêt de la littérature, c'est la forme plutôt que le fond. Moi, je le dis de manière très moche, mais il y avait une belle citation pour en parler. Bref, si je la retrouve, je la mettrai en commentaire. Donc j'ai lu 3 livres, dont un que j'ai pas encore fini. Le premier que je voulais vous présenter, c'est Coma, de Pierre Guillotat. Pierre Guillotat. Alors, Pierre Guillotat, un écrivain de langue française que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a vraiment juste pas longtemps du tout, et que j'apprécie beaucoup. Pour son style vraiment particulier, vraiment... comment dire ça vraiment... c'est pas percutant, mais pour son style qui accroche, qui accroche en fait. Style qui accroche et qui fait... qui plonge un peu dans le rêve en fait. Qui plonge un peu dans le rêve. Les phrases sont très très longues, sont très très longues et très suggestives, en même temps très ancrées dans la matérialité. Alors, ce que raconte Coma, c'est une période de sa vie dans laquelle il était en recherche de sa vocation artistique et dans laquelle il était un peu pris entre rêve et réalité, où il était à la fois à la recherche d'un idéal artistique, mais en même temps, il était un peu égaré. Égaré par les drogues, les substances qu'il prenait, égaré par l'amour, par la sexualité, qui le hante beaucoup dans tous ses écrits. Vraiment, c'est assez extraordinaire la description des scènes qu'il fait, des scènes de désir, des scènes charnelles. C'est vraiment assez incroyable. Et en fait, Coma, c'est... Alors, il y a des choses très claires dans cet ouvrage, mais il y a aussi des parties très floues qui s'apparentent vraiment à un coma, parce qu'en fait, c'est un peu une descente aux enfers que fait Pierre Guillotat, qui se termine sur un coma, en fait. Vraiment un coma de plusieurs mois, après avoir pris plein de cachets, plein de médicaments, de drogues et tout. Et c'est vraiment extraordinaire parce que, si vous voulez, c'est pas... comment dire, c'est un art, c'est une littérature qui se construit vraiment dans l'expérience de moments qui sont difficiles, voilà, enfin de moments de vie qui sont... C'est pas la recherche d'une abstraction, en fait, si vous voulez. C'est pas comme vous pouvez le voir avec la poésie, je sais pas, du Parnasse ou quoi. Là, c'est vraiment une littérature très ancrée dans le matériel, très ancrée dans le réel. En même temps, très suggestive. Je vous recommande vraiment de vous intéresser à Pierre Guillotat. Coma, j'ai beaucoup apprécié Coma. Hein. C'est un peu des errances, en fait, un peu une errance de l'écrivain. Et puis j'ai lu Idiotie de Pierre Guillotat, que je suis en train de lire, en fait, que j'ai bientôt fini, dans laquelle il raconte son avènement à l'âge adulte et toute cette période de rébellion qu'il a eue contre l'autorité, notamment lors de ses fugues à Paris. Ça, c'est assez extraordinaire de lire ça, parce que Pierre Guillotat, il était vraiment rebelle, et ce qu'on perçoit de sa vie à Paris, c'est vraiment une vie à la fois très pauvre au niveau matériel, mais à la fois très riche sur le plan des sensations, des idées, des émotions, des désirs. Enfin, il y a toute une jeunesse vraiment rebelle qui se fait sentir dans cet ouvrage Idiotie. Moi, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et il y a aussi tout un passage du livre très important
dans lequel il relate son expérience de la guerre d'Algérie, parce qu'il a été enrôlé de force pour aller servir l'armée française en Algérie. Et quand il relate ce passage, il s'est rebellé plusieurs fois contre l'autorité militaire et il a été emprisonné, etc. Et c'est très fort quand il relate ça, parce que par ses mots, il est vraiment au-dessus j'ai envie de dire, de la bête matérialité du conflit. C'est assez extraordinaire. Puis, il joue aussi sur le stéréotype de l'intellectuel face au militaire. Et ça aussi, c'est intéressant à observer. J'ai pas encore fini, mais bientôt fini cet ouvrage. J'ai commencé par ailleurs Marguerite Duras. Alors, Marguerite Duras, peut-être que pour vous c'est pareil, mais pour moi ça faisait partie de ces auteurs dont on entend parler, mais dont on ne sait pas vraiment qui c'est. Et je me suis dit, bon, là, il est temps de s'y intéresser un petit peu. Et j'ai beaucoup apprécié Marguerite Duras. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui aiment pas trop Duras. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien lire L'Amant. Je vais lire L'Amant dans quelques jours, je pense. Donc là, j'ai lu La Douleur. La Douleur. Il faut que je regarde les films de Marguerite Duras aussi. Donc j'ai lu La Douleur. Alors, La Douleur, c'est vraiment stupéfiant. J'ai du mal à le dire. Je vais avoir du mal à le décrire, mais en fait, dans La Douleur, Marguerite Duras raconte l'attente de son mari, Robert Antelme, qui a été fait prisonnier en Allemagne. Voilà, donc on se situe pendant la guerre. Marguerite Duras vit en France, elle attend son mari prisonnier, et elle raconte l'attente difficilement supportable de ce mari disparu, dont on n'a pas de nouvelles, dont on ne sait pas, en fait, dont on ne peut que spéculer sur la vie ou sur la mort, et dont on s'inquiète bien sûr de la vie, c'est-à-dire comment va-t-il, est-ce qu'il n'est pas trop en trop mauvais état, comment il va, et dont on s'inquiète aussi du retour. Comment va être ce retour, comment ça va se passer. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce recueil. Il n'y a pas que l'attente de Robert Antelme, là-dedans il y a plusieurs autres nouvelles, mais il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a celui de l'attente, bien sûr, mais aussi celui de la question historique qui est intéressante, parce qu'on découvre comment François Mitterrand, notamment, qui était un ami de Marguerite Duras et de Robert Antelme, les a aidés à se retrouver. Donc on découvre aussi comment fonctionnait la résistance, en quelque sorte, etc. Comment se déroulait le retour des prisonniers, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le fameux retour de Robert Antelme. Et ça, c'est des scènes de description, mais d'horreur qui sont j'ai du mal à vous en parler, mais c'est vraiment, quand vous voyez ça, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment possible qu'il y ait eu un homme dans un tel état qui est rentré en France et qui ait survécu à ce traumatisme. Enfin, en tout cas, les descriptions qui sont faites de cette attente et de ce retour sont vraiment d'une grande richesse. Bon. Et puis, il y a eu d'autres nouvelles, d'autres recueils. Il y en a un qui était très intéressant. Comment il s'appelle? Non, c'est pas lui. Rabier. C'est ça, il s'appelle Rabier. Attendez, je vous le retrouve. Rabier, c'est assez incroyable aussi parce que c'est une amitié qui est nouée avec un agent de la Gestapo. Voilà, Monsieur X dit ici Pierre Rabier, un agent de la Gestapo avec laquelle Marguerite Duras devient amie, si je puis dire. Donc c'est pas le terme, mais disons avec laquelle elle entretient des relations relativement amicales, mais plutôt en termes d'intérêt, parce qu'en fait, Pierre Rabier, c'est celui qui a fait arrêter son mari, et c'est le seul qui pourrait lui donner des informations sur son mari. Et donc Marguerite Duras fait partie de la résistance et utilise Pierre Rabier, l'agent de la Gestapo, pour soutirer des informations au profit de la résistance. Donc il y a aussi tout ce jeu entre la vérité et le mensonge, entre l'intention, c'est-à-dire quelle est vraiment l'intention de Rabier, est-ce qu'il sait que Duras fait partie de la résistance, et Duras, comment vit-elle cette relation avec Rabier, cette relation qui est assez terrifiante parce que ça peut pas être une vraie amitié. Il y a toujours de la peur dans cette relation, et en fait c'est qu'une relation d'intérêt, mais c'est morbide en fait, c'est une relation très morbide en fait, voilà. Et rien que pour la richesse de cette description, faut vraiment lire l'ouvrage. Voilà, donc j'ai été très long comme d'habitude pour vous parler de 3 livres, c'est pas possible, hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura
intéressé, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo de présentation de l'ouvrage, avec les concours et tout, mais j'ai hâte d'avoir cette liberté, ce temps libre pour moi, pour exercer ma curiosité vers plein de domaines différents, en philosophie, en littérature, et vers d'autres sujets. Je sais pas, vers d'autres domaines. Enfin, il y a tellement de trucs qui m'intéressent que ce qui m'embête le plus, c'est de ne pas avoir le temps de m'y intéresser. Et là, vraiment, comme la prépa, ça va être fini, je vais être très 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 heureux de m'y remettre, quoi. Voilà, de m'y remettre, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents des résultats de Parcoursup, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. N'hésitez pas à m'en parler. Puis si vous avez lu des ouvrages pendant ce mois de mai, n'hésitez pas à les partager en commentaire aussi, comme d'habitude, en fait, comme avant. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous avez lu. Et puis voilà, c'est tout. Je vous tiens au courant sur d'autres vidéos. Je vais vous faire d'autres vidéos bientôt sur Parcoursup, sur mes résultats, sur les oraux. Donc voilà, on se tient au courant. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. On se dit à bientôt. Mettez un like si ça vous a plu, un commentaire, abonnez-vous, tout ça. À bientôt, salut!